Cette semaine à InfoCam, je rencontre André Laforêt avec qui je discute des 34 nouvelles paires de skis de fond qui ont été acquises par le club Les Belles Pistes de Saint-Bruno. Quand j'ai eu connaissance de cette expérience-là, j'ai dit « Oh, je pense que ça pourrait nourrir notre centre de ski. » Ensuite, je parle avec Mme Julie Leclerc à propos de l'Assemblée constituante imminente de la menuiserie communautaire du Kamouraska. En fait, il est en train de prendre forme puis il va se cristalliser dans moins de 2 semaines. Et enfin, le parc du plus petit au plus grand est en lice pour recevoir un prix coup de cœur toponyme du Québec. Dans ce parc-là, il y a des structures, des installations pour les gens de tous âges, donc du plus petit au plus grand. Mesdames et messieurs, bienvenue à InfoCam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. En premier lieu, nous allons aller à la rencontre de M. André Laforêt. Celui-ci est bénévole pour le club Les Belles Pistes du Rocher-Blanc à Saint-Bruno de Kamouraska. De par son implication dans le club, il a permis l'acquisition de 34 paires de skis de fond en collaboration avec la Petite XP, qui est une branche du Grand Défi Pierre Lavoie. Écoutons l'entrevue. Bien, Monsieur Laforêt, merci d'être ici avec moi à Saint-Bruno. J'aimerais savoir, là, il y a eu une belle acquisition de 34 paires de skis de fond. J'aimerais que tu nous mettes en contexte un peu avec c'est quoi qui est derrière tout ça, cette belle acquisition-là. Oui, en fait, c'est un projet que j'ai bercé depuis l'hiver 2022, que j'ai eu à aller à une municipalité voisine d'ici qui était équipée de ce même système-là et que je me suis dit, et ici, à Saint-Bruno, on était constamment sollicité pour savoir si on avait des skis de louer, si on avait des skis disponibles et tout ça, et on n'en avait pas. L'espace ici en dedans ne nous permettait pas d'en avoir non plus. Alors, quand j'ai eu connaissance de cette expérience-là, j'ai dit « Oh, je pense que ça pourrait nourrir notre centre de ski. » Au départ, je devrais vous dire que c'est un projet du défi, des grands défis Pierre Lavoie, qui ont un volet ski de fond avec comme ambassadeur M. Alex Harvey et lui-même Pierre, qui ont développé la Petite XP. Alors, quand vous voyez la Petite XP, ça c'est vraiment relié à l'histoire du ski de fond. Alors, pour inciter les jeunes à faire du ski et à faire des exercices à l'extérieur l'hiver. Donc, à partir de ce principe-là, je me suis dit, bon, OK, je suis allé fouiner un petit peu sur le site. Et là, il y avait des permissions à demander. Alors, j'ai contacté M. Yvan Dionne, ici, qui est président du club de motoneige. Alors, oui, Yvan a accepté d'emblée d'ouvrir les portes parce que de toute façon, au départ, nous, les enfants, c'était gratuit, donc c'était uniquement un ajustement d'âge. Alors, ça partait bien. Je me suis dit, dans le volet, il faut avoir une application scolaire. Donc, je contacte Mme Chantal, la directrice des écoles de Saint-Bruno, Saint-Pascal et Kamouraska. Et je contacte aussi les profs d'éducation physique de ces écoles-là pour connaître leur intérêt de vivre ce projet-là parce que, justement, on devait insister les écoles à venir participer à ces activités-là, et bon, etc. D'emblée, eux aussi acceptent bien. Alors, il me manquait uniquement une place pour déposer mes beaux skis. Alors, j'ai contacté Richard Caron de Saint-Bruno, le maire de Saint-Bruno, à l'époque. Et puis, je lui ai demandé si le principe d'installer les skis à l'intérieur de la cabane de patinoire, là où il y a une permanence dans les jours de semaine et fin de semaine, ce qui assurait, moi, une présence sur place pour faire la location ou le prêt des skis, en fait. Lui aussi accepte le beau programme. Alors, tout était en poche pour pouvoir partir et faire mes démarches avec l'organisation de Pierre Lavoie. Donc, je contacte l'organisation et je regarde les disponibilités, etc. Bon, pour l'hiver passé, il n'y avait pas de possibilité pour les skis, mais on dit pour l'hiver 23-24, ça pourrait aller. Donc, on signe un contrat mars 23. Les 3 organismes avec le Pierre Lavoie, on signe un contrat comme de quoi on embarquait dans cette belle histoire.
Il y avait une belle concordance d'événements. Là, c'est le fun. Ça s'est tout agencé, on dirait, facilement. Est-ce que je me trompe? Bien, effectivement, que les gens sont réceptifs. Si je prends comme la commission scolaire, il était en processus d'acquisition de ski de fond. Donc, ça rentrait bien dans... ça les empêchait de mettre des sous dans ça. Saint-Bruno, le village Saint-Bruno, bien, eux autres aussi, ça rentrait un petit peu dans la fourniture de biens à sa population. Et l'environnement, je tiens à spécifier que ces skis-là sont pour l'environ, là, les environs, là, Saint-Pascal, Kamouraska, partout. Et même, vous avez de la visite à la maison, tu as des ados, tu as des jeunes qui veulent venir faire du ski. On va à Saint-Bruno chercher des skis, on vient ici faire du ski et tu les as pour la fin de semaine si tu en as besoin pour la fin de semaine. Alors, oui, au niveau des prêts, on pourrait y revenir tantôt, mais c'est pour tout le monde. C'était justement ma prochaine question. Là. C'était pour qui? Mais là, on vient de comprendre, c'est pour la région et même au-delà si quelqu'un est en visite. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, ça veut couvrir une bonne partie. Il ne faut pas se gêner pour aller les emprunter. Ce qu'on demande, c'est bien sûr de le faire attention. Vous allez voir, c'est un équipement de Rossignol. C'est une commandite, je pense, de Rossignol et des Caisses des Jardins qui ont embarqué avec l'organisation Pierre Lavoie pour fournir ces skis-là. Alors, ski, bottes, bâtons. Alors, tout est disponible pour l'ensemble des jeunes de 14 ans et moins. Si je peux me permettre une parenthèse, pourquoi 14 ans et moins, puis des fois on voit 12 ans et moins, c'est que les organismes, les partenaires qui ont reçu leur ski dans les années précédentes de 23-24, eux autres, ils n'ont pas les grandeurs de ski pour adolescents. Et dans les derniers contacts que j'avais faits avec l'organisation Pierre Lavoie, ils autres, ils voulaient agrandir le niveau d'âge et se rendre jusqu'à 14. Donc, ça sous-entendait d'envoyer des grandeurs de ski pour ados. Donc, nous, on est équipés pour 14 ans et moins. Alors, tous les enfants de 14 ans et moins de la région sont invités d'aller avec leurs parents chercher les skis et pouvoir en bénéficier toute la fin de semaine. Ouais, ben c'est un beau cadeau si on est chanceux. Merci. Oui. Puis, j'aimerais savoir, la petite XP, grosso modo, comment vous décririez ça, la petite XP? Qu'est-ce que c'est? Puis, à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est uniquement le milieu scolaire ou c'est plus large que ça? Bon, la Petite XP, c'est vraiment un volet, comme je disais tantôt, qui a été proposé par Pierre Lavoie et Alex Harvey pour promouvoir les activités physiques l'hiver à l'extérieur. Et de là, c'est offert. La CEPAC a embarqué dans je me souviens plus le nombre de CEPAC au Québec qui offre ce service-là aussi. Et donc, il y a un engouement qui s'est fait autour de ça. Même dans les premiers à promouvoir l'activité, il y a eu le club de cyclistes des Canadiens de Montréal qui ont embarqué dans ce processus-là pour justement fournir des sous et tout. Donc, la Petite XP, c'est vraiment relié au monde du ski de fond l'hiver, dont les ambassadeurs sont Alex Harvey et Pierre Lavoie. Merci. Puis en terminant, j'aimerais savoir, ici, les heures d'ouverture, ça ressemble à quoi? OK. Alors, nous, ici, pour avoir les services de la cafétéria et du chalet, au service de ski de fond, c'est ouvert de 11 h du dimanche au lundi, mais la semaine, c'est ouvert de 11 h à 4 h. Les fins de semaine, c'est ouvert, bien sûr, dans le jour et le soir. Les pistes de ski de fond sont toujours ouvertes. Quand vous avez votre carte de membre, vous pouvez bénéficier de l'accès aux pistes autant de fois que vous voulez, même si les portes sont fermées. Ce qu'on demande, c'est bien sûr d'être sorti pour 4h30 parce que, bon, le danger est là. Si on voit des voitures dans le stationnement après ça, on va se poser des questions. Mais le centre est ouvert tout le temps. En ce qui concerne le centre de prêt à Saint-Bruno, eux autres, ils sont ouverts les mercredis, jeudis, vendredis, le soir, en soirée, je pense de 7 h à 9 h, en tout cas aux heures de patinoire extérieure, et les samedis, dimanches, dans le jour, aux heures aussi des patinages extérieurs qu'on pourra mettre sur le site, ou enfin, s'ils viennent voir sur le site du club de motoneige ou sur le site du village de Saint-Bruno, ça va être indiqué. Donc, c'est le processus à suivre là, pour se rendre. C'est facile, juste une petite mention pour se rendre au club de Saint-Bruno. Alors, je pense qu'on se fie sur le dépanneur. On va au dépanneur et l'entrée nord du dépanneur, c'est l'entrée pour se rendre au centre de sport. C'est ça. Merci pour votre temps, M. Laforêt. Ça fait plaisir et on accueille tout le monde et on espère qu'on va passer un bel hiver. La neige est avec nous, est arrivée enfin, alors on espère que ça va continuer. Merci à vous. Merci, André.
C'est dans à peine quelques semaines que la menuiserie communautaire du Kamouraska verra le jour. Julie Leclerc, qui est bénévole et également la principale porteuse du projet, m'a rencontré afin de me parler de la vision qu'elle voit pour ce projet et également toute la portée communautaire, sociale et même économique de celui-ci. Voici l'entrevue. Ma chère Julie, merci d'être ici. On a un beau paysage avec nous. Parler dans le Kamouraska, c'est pas compliqué. J'aimerais ça savoir, toi, tu es porteuse du projet de la menuiserie communautaire ici au Kamouraska. Peux-tu nous rappeler un peu c'est quoi le projet, en quoi ça consiste? Avec plaisir. Donc, c'est le moment d'expliquer ça. On est en pleine tournée intermunicipale pour cette raison-là, pour vraiment s'assurer que les gens comprennent où est rendu le projet. Ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus quand même. Et puis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis l'épaule à la roue. Ça rentre, ça sort parce que tout le monde a ses réalités. C'est que moi, je prends l'aide de tout le monde. Avec le projet de menuiserie, en fait, il est en train de prendre forme puis il va se cristalliser dans moins de 2 semaines. C'est que on fait une tournée intermunicipale pour informer les gens justement que ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, qu'on a réussi à ramasser notre monde. On est presque rendu une centaine qui reçoit l'infolette. On est rendu quasiment 300 personnes sur la page Facebook. Et puis, on a des bénévoles qui ont envie de nous aider. Donc, on a un comité de spécialistes qui va nous aider périodiquement. Puis là, on est déjà quelques personnes sur le CA. C'est notre défi, c'est d'aller chercher un CA qui est vraiment représentatif des utilisateurs pour qu'on soit sensible. Par exemple, une personne qui représenterait les personnes handicapées ou le milieu communautaire pour savoir justement c'est quoi les tendances de ce milieu-là. Le projet de menuiserie, c'est un projet qui se veut inclusif, qui va probablement dépasser la discipline du bois. Donc, il va y avoir le bois et d'autres et d'autres et d'autres. Et c'est pour ça qu'on vous a invité au Blitz le 3 février. C'est le Blitz avec un Z pour XYZ, pour toutes les autres choses qui pourraient s'imbriquer dans le projet. Donc, c'est ça la menuiserie. C'est quelque chose qui est en branle, qui est en train de prendre forme, qui va se cristalliser le 15 février lors de l'Assemblée de Constitution. Ouais. Good, merci. Puis justement, l'Assemblée de Constitution, ça va avoir lieu très bientôt. Est-ce qu'il y a des enjeux en lien avec cette Assemblée-là? Bien, j'en ai nommé un. C'est vraiment d'avoir un CA qui va être là pour décider. C'est de définir avec les futurs membres. On en a déjà qui ont acheté leur carte de membre. Donc, ça, il s'agit juste de nous contacter pour la recevoir ou faire partie de la tournée ou venir au Blitz. Donc, l'idée, c'est d'avoir des petits comités puis de protéger le CA. C'est ça l'enjeu. C'est de développer une culture où notre conseil d'administration va être reconnu pour avoir une vue d'ensemble, être capable de recevoir les demandes des différents comités liés aux disciplines, idéalement. Ça, notre exemple, elle vient de la patente dans Limoilou à Québec. Donc, c'est comme ça qu'ils ont protégé leur CA, parce que c'est très exigeant d'être dans un CA, puis c'est beaucoup de responsabilités. Et puis, ces comités-là vont avoir le devoir de nous demander ce qu'ils veulent. Et donc, nous, ayant la vue d'ensemble de toutes les activités, on va être capable d'analyser et de trancher dans l'ordre des choses pour offrir les ressources en bas dans chacun des comités qui ont le goût d'exister. C'est ça l'enjeu principal, c'est la culture de comment on va articuler ces demandes-là, puis comment on va prendre nos décisions. Oui. Et là, vous avez nommé le Blitz, avec un Z, Blitz. Puis l'Assemblée constituante. Juste un rappel, les dates, les lieux, ce serait où, quand? Excusez les lunettes, le soleil est sorti. Merci, merci. Avec le Blitz, c'est annoncé sur notre page Facebook. Ça va être annoncé aussi dans l'Info Dimanche, dans le Placoteux. Et ici, on est bien heureux de prendre le temps de venir vous parler. Donc, le Blitz, c'est le 3 février. C'est un samedi. C'est ça? Oui, c'est un samedi, excusez-moi. C'est un samedi matin, donc ça va être assez rapide. Ça va être de 9h à 11h. Vous pouvez arrêter pour les 2 heures et faire partie des tables de discussion, ou vous pouvez juste venir voir une demi-heure peut-être, ça serait suffisant pour vous de venir vous asseoir, nous donner quelques idées, puis après ça, aller à vos activités d'hiver. Il y a tellement de choses qui se passent dans le Kamouraska. On comprend ça. C'est pour ça que le Blitz va être rapide. La même chose pour l'Assemblée de Constitution. On la fait 1 heure pour constituer, voter nos membres du CA. Puis l'autre heure, elle va être pour rester seulement le CA ensemble, qu'on regarde le calendrier qui s'en vient, puis comment on va s'organiser. On essaie d'être très efficace, ça, c'est sûr. Puis, je vois que c'est un projet qui te tient vraiment à cœur. Puis je me dis, il doit y avoir un exemple ou une vision qui fait que ça tient à ce point à cœur. Est-ce qu'il y a d'autres régions, justement, vous avez nommé la patente, est-ce qu'il y a d'autres, justement, des modèles que vous suivez? Puis c'est quoi un peu l'impact qu'ils ont sur leur communauté, là?
Bien, ça, on a été vraiment chanceux. Ça, c'est la synchronicité, je crois. À travers le Québec, il y a vraiment une mouvance. On a participé au mois d'octobre à 2 journées d'initiative des menuiseries communautaires du Québec. Ça a été organisé par l'ébénisterie de Rimouski, qui est un ébénisterie communautaire, qui, en fait, sont même passés à zone économie. Donc, ce qu'on remarque, c'est finalement, à travers le Québec, quand on a un projet comme ça qui mobilise les gens de tous les âges, de toutes les générations, puis c'est vraiment un milieu de transmission des savoirs qui brise l'isolement, qui fait de l'intergénérationnel. Pour ça qu'on veut travailler avec les personnes handicapées, on veut s'assurer que si on aménage le local, que les comptoirs sont prévus pour ça, le rangement il est prévu pour les rendre maximum autonomes. Donc, c'est vraiment, on se rend compte que dès que les portes sont ouvertes, que tout le milieu municipal, communautaire, s'agrippe au projet, puis trouve des atomes crochus, que ce soit la maison de la famille, que ce soit la maison des jeunes. C'est les jeunes en cheminement particulier qui ont profité de l'ébénisterie communautaire puis qui ont passé à zone économie. Puis on l'a mis sur notre page Facebook. C'est avec les dirigeants du Kamouraska, là, ceux qui veulent voir si ça a de l'allure, un projet de même. Effectivement, moi, j'y crois pour ces raisons-là. Je suis une ancienne agente de développement économique et social. Puis moi, les fonds publics, c'est fait pour articuler les communautés puis de ne pas oublier personne. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir en tout cas, moi, je vais proposer fortement d'avoir dans notre mission que les aînés paraissent et aussi les personnes handicapées. Comme ça, on est carrément sûr d'oublier personne. Ça serait une façon d'être vraiment super inclusif, travailler avec la CDC, travailler avec tout le milieu culturel aussi, puis d'y aller comme ça ensemble avec une vision commune. Ça serait assez inspirant, justement, de tous les autres exemples qui existent. Là, il y a le B7 à Montréal qui sont rendus avec un garage, avec de la soudure. Donc, tu peux aller soit faire réparer tes moteurs, ton vélo, tes petits engins. Donc, on fait équipe avec les Fab Labs de la Pocatière. C'est comme ça qu'on réussit. On a déjà un partenariat avec Projection Jeunesse. On a déjà un partenariat avec le Centre de formation pour adultes, qui d'ailleurs offre une formation de menuiserieur. En ce moment, c'est les inscriptions. C'est que ça commence en février, 1 ou 2 soirs par semaine. Fait que tout ça, c'est sur notre page Facebook. Mais vous allez voir aussi, c'est pour ça qu'on met les choses des autres groupes sur notre page Facebook. C'est vraiment pour vous inspirer. C'est ça. C'est pour ça qu'on y croit. Puis, dans ce que je viens d'entendre, là, il y a une question qui a émergé. Par exemple, la maison de la famille aurait besoin, on va dire, des paniers à fleurs. C'est ce qui vient. Qui va faire les paniers? Est-ce que c'est quelqu'un bénévolement, un retraité, par exemple, qui vient, fait ça, ou c'est une personne rémunérée? Tu sais, ce modèle-là, je ne l'ai pas encore compris. Comment ça marche? Alors, comme agente de développement économique, c'est clair que moi, je peux penser à des enveloppes qui vont stimuler les alliances puis les projets entre les groupes communautaires, donc entre la menuiserie communautaire, c'est comme ça qu'on va s'appeler. On ne sait pas encore exactement, mais pour l'instant, c'est ça. Et la maison de la famille. C'est que s'ils veulent des boîtes à fleurs, peut-être que ça peut être une source d'autofinancement pour eux. Puis que nous, ils viennent les faire, qu'on les aide à les faire, le boîte. Puis eux autres, ça soit une activité qui solidifie leur membership. Tu sais, il y a plein de formules possibles. Fait que je ne veux pas m'arrêter à une formule. Il faut s'asseoir avec les partenaires. Il faut regarder c'est quoi leur objectif. C'est-tu juste de la visibilité? Ils ont-ils besoin aussi, eux autres aussi de l'argent? L'idée, par exemple, c'est on ne veut pas faire compétition au privé. C'est que nous autres, on n'est pas là pour que quelqu'un vienne faire des meubles puis aller les vendre après. Ouais. Donc ça, ça s'appelle un entrepreneur. C'est ça qu'on entend des autres menuiseries communautaires. C'est vraiment des projets personnels ou communautaires. Donc, c'est là la majorité, à 95 % de nos activités. Il va sûrement avoir des exceptions, mais en harmonie avec les situations, ça, c'est super important. Ouais. Merci, Julie, pour ton temps, puis profitons de ce beau soleil. Ah oui. Ah oui, les lunettes. On va aller se faire bronzer, finalement. Au plaisir, tout le monde. Puis on vous invite vraiment à participer. C'est super important. Le 15 février, il faut vraiment se déplacer en personne. C'est pour ça qu'on fait l'effort de faire la tournée intermunicipale. Puis on remercie les groupes qui nous accueillent à chaque jeudi, à chaque vendredi. De toute beauté. Merci. À bientôt! À Saint-Onésime d'Ixworth, le parc du plus petit au plus grand est en lice parmi les 12 coups de cœur de la Commission de la toponymie du Québec. Son nom, plutôt charmant, lui a permis de faire partie d'une liste pour laquelle nous pouvons voter. À cet effet, j'ai rencontré Mme Chantal Bouchard qui nous parle de cette réalité de la toponymie. Chantal, merci d'être avec nous. Tu es, toi, la porte-parole de la Commission de la toponymie du Québec. Première question, qu'est-ce que la toponymie? Bien, la Commission de toponymie, ce qu'on fait, c'est officialiser tous les noms de lieux au Québec.
Donc, l'année passée, par exemple, c'est 1500 noms de lieux qui ont été officialisés. OK. Quand on dit un nom de lieu, est-ce qu'on parle, tu sais, comme là, je sais qu'il y a des parcs, mais est-ce que ça peut être une rue? Est-ce que ça peut être un quartier? C'est quoi que ça peut être comme possibilité? Les noms de lieux au Québec, c'est une compétence qui est partagée entre nous, la Commission de toponymie, et les municipalités. Les municipalités vont être responsables des rues, des routes, des boulevards, des parcs, des centres communautaires municipaux. Et la commission de toponymie va être responsable des lacs, des rivières, des autoroutes, des montagnes, des édifices gouvernementaux. Quand une municipalité veut nommer une rue ou un parc, elle va décider, elle va décider du nom qu'elle veut donner. Ensuite, elle va nous soumettre à nous, à la commission de toponymie, le nom qu'elle a choisi. Et si elle répond à certains critères, nous, on va l'officialiser. OK. Super. Puis, dans le fond, pourquoi est-ce que nous faisons une entrevue ensemble? C'est quand même important de le mentionner. C'est qu'il y a un concours présentement au niveau provincial et dans la région du Kamouraska, on a un candidat. Un de vos coups de cœur se trouve à Saint-Onésime-Dixworth au Kamouraska. J'ai vu que vous avez 12 coups de cœur. Je me demandais comment est-ce que vous sélectionnez vos coups de cœur parmi les 1500-ish que vous recevez en moyenne. Comment ça se passe, votre sélection? À chaque fois qu'on officialise des toponymes, on va sélectionner parmi les officialisations les toponymes qui vont se démarquer en fonction de certains critères. Par exemple, les toponymes qui vont être originaux, qui vont avoir un lien fort entre le nom et l'endroit qui va être désigné. Les toponymes qui vont mettre en valeur le patrimoine local ou même du Québec, le patrimoine culturel, historique, même parfois littéraire. Donc, c'est des toponymes comme ça qui vont se démarquer. On va les mettre de côté. Et à la fin de l'année, on va en choisir 12. Et c'est ceux-là, parce que c'est ces 12 toponymes-là que l'on soumet au public en ce moment pour voter. Et j'en profite pour dire qu'ils ont jusqu'au 1er février pour voter. Oui, c'est ça. Puis ma prochaine question, c'est comment peut-on voter? C'est tout simple, on va sur le site québec.ca/toponymie. Et puis, on peut même, sur le formulaire, on va pouvoir lire la description des autres toponymes, car bien sûr, il y a celui de la région, mais il y en a d'autres qui sont très beaux. Et on peut lire une courte description et puis on peut choisir le toponyme qui nous plaît. Oui. Dans le cas de Saint-Onésime, celui qui a le toponyme, je m'excuse, qui a été retenu, c'est le parc du plus petit au plus grand. Super cute comme nom d'ailleurs. Savez-vous pourquoi ils l'ont nommé comme ça? C'est à la suite d'un concours qui a été fait auprès des citoyens. Okay. Donc, c'est le nom qui a remporté. Et dans ce parc-là, il y a des structures, des installations pour les gens de tous âges. Donc, du plus petit au plus grand. Voilà. Puis, donc, c'est un nom qui est justement qui est parfait pour le lieu, qui le décrit très bien. Et c'est une des choses qu'on a mis en toponymie, c'est quand on se rappelle aussi que les noms de lieux, c'est fait pour s'orienter dans l'espace. Donc, un nom comme ça dont on sait exactement de quoi on parle, c'est un nom qui est parfait. Oui, c'est le fun, merci. Puis, il y avait une dernière question que j'aimerais vous poser. Il y a un petit gars en dedans de moi qui aimerait un jour découvrir un lac. Comment ça fonctionne le jour où je vais découvrir mon lac, que je veux lui donner un nom? Est-ce que c'est vous que j'appelle? Est-ce qu'il y a des noms qu'on ne peut pas donner à des nouveautés? Comment ça fonctionne? Bien, au Québec, il y a environ 3,5 millions de plans d'eau. Donc, ils sont pas tous nommés. Donc, si par exemple, vous avez un lac, vous avez une parcelle de terre sur laquelle il y a un lac et qu'effectivement, il n'y a pas de nom qui est officialisé, vous pouvez nous soumettre un nom à la commission de toponymie, un formulaire sur notre site Internet qui est fait pour ça. Avant de faire l'officialisation, par exemple, nous, on procède à quelques vérifications. Parce que peut-être que ce nom-là, vous croyez le découvrir, mais peut-être que d'autres personnes avant vous l'avaient découvert. Donc, des fois, c'est les communautés autochtones qui avaient déjà nommé cet endroit-là. Donc, avant de nommer un nom, on fait des recherches historiques et avec les communautés ou avec les milieux, même tous les milieux impliqués, pour voir s'il n'y a pas déjà un nom usuel. Et
S'il n'y a pas de nom et vous êtes le seul, vous êtes le premier, vous avez un bon nom, ben encore une fois, s'il répond à certains critères, on va l'officialiser. Ah, ben c'est simple, c'est le fun. Ben, Madame Bouchard, merci d'avoir pris du temps. Puis j'encourage tous les gens qui nous écoutent à aller voir vos coups de cœur. C'est tous des très beaux noms. Puis peut-être voter pour celui de notre région. Pourquoi pas? Qui sait? Qui sait? Il y a des prix à gagner, hein? En fait, il y a des prix à gagner pour les gens qui votent avant qu'on raccroche, là. Est-ce qu'on en Oui. a parlé? Il y a 5 cartes cadeaux qui vont être tirées parmi toutes les personnes qui auront voté. Mais bien sûr, ce qui est agréable, c'est quand c'est notre toponyme, justement, c'est quand c'est notre toponyme local qui gagne. Ça devient une petite fierté régionale. Donc, on invite à partager. Si vous votez pour votre toponyme du Kamouraska, on invite à partager votre vote, à partager à vos amis de la région pour faire sortir le vote. Génial. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres une fois de plus. Si vous voulez me joindre, écrivez-moi à l'adresse presse@tvck.org. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.